Bonjour à tous, merci au nom du cercle des économistes et membres du cercle des économistes de participer à ce séminaire. Comme vous le savez, c'est une nouveauté que le cercle des économistes a lancée. Tous les 15 jours, nous avons maintenant, dans le cadre d'une réflexion sur l'état de la France, une réflexion sur les problèmes que pose l'économie française. Nous avons démarré il y a 10 jours ou 15 jours par un séminaire autour du livre de Philippe Aghion. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de nous, de nous projeter dans l'avenir avec nos deux amis, Patrick Artus, que tout le monde connaît, Olivier Pastré, que tout le monde connaît, et qui vont nous parler de l'économie post-Covid. Donc vous imaginez à quel point ça va être stimulant. Merci à Patrick, merci à Olivier de nous dire maintenant comment nous allons vivre ce 21e siècle. Et donc, je cède la parole tout de suite à Patrick. Merci Jean-Hervé, bonjour à tous. Donc le partage du travail avec Olivier Pastré est simple mais efficace. Donc je vais prendre la partie constat ou prévision, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pensons qu'est l'économie post-Covid et qu'est-ce que nous pensons que sont les défis de l'économie post-Covid. Et Olivier prendra la partie proposition, qu'est-ce que nous pensons que sont les politiques économiques. Vous verrez qu'il s'agit, dans notre esprit, de politique dite de rupture, qu'il faudra mettre en place pour répondre à ces défis. Alors, je vais juste prendre quelques minutes, puisque, comme l'a dit Jean-Hervé, l'intérêt, c'est de débattre, et puis vous pourrez lire tous cet excellent livre, de toute façon, par ailleurs. Donc, je voulais faire essentiellement 4 points pour résumer ce qui nous semble être le plus important dans cette recherche de ce qui est différent dans l'économie post-Covid. Le premier point, on peut l'appeler hétérogénéité. Je pense, enfin nous pensons avec Olivier que les économies post-Covid vont être beaucoup plus hétérogènes dans toutes les dimensions. Il y a une dimension qui est évidente, c'est la dimension personnelle. On a vu que cette crise a créé une très grande différence entre les protégés et les peu protégés, les précaires ou les pas précaires, en fonction de leur appartenance à tel ou tel type de contrat de travail. Les personnes ont été bien protégées ou au contraire sont en difficulté, ce qui évidemment conduit aussi à une remise en cause des systèmes de protection sociale. Et vous voyez cette réflexion qui avance, en particulier en France, sur l'idée qu'il faut protéger les plus fragiles et que ce n'est pas forcément ce qui est fait aujourd'hui par les systèmes de protection sociale tels qu'ils sont. La seconde dimension d'hétérogénéité, c'est une dimension sectorielle. Alors, elle est extrêmement importante. Et ça, c'est une des grandes originalités de cette récession et de cette crise par rapport aux crises du passé. C'est que même après le vaccin, il restera très probablement, même s'il y a une énorme marge d'incertitude, des secteurs qui seront durablement affaiblis et des secteurs qui seront durablement renforcés. Secteur affaibli, on peut penser à l'aéronautique, au transport aérien, au tourisme, à l'hôtellerie, à la distribution traditionnelle, avec la progression de la distribution en ligne, à l'immobilier de bureau, avec la progression du télétravail, secteur renforcé, tout ce qui est tech, tout ce qui est évidemment santé, pharmacie, les services aux personnes âgées, la sécurité. Et donc, ceci va occasionner une difficulté supplémentaire dans la période de reprise économique, c'est qu'il va falloir transférer des salariés et du capital, d'ailleurs, mais des salariés, des secteurs qui vont pas bien vers les secteurs qui vont bien. Mon estimation, et vous pouvez trouver des détails dans le livre, c'est que dans un pays comme la France, il y a au moins 1 million de personnes qui vont devoir changer de métier. Ce qui évidemment va mettre une pression considérable sur les systèmes de formation et risque de faire monter durablement le chômage. Et puis la troisième dimension de l'hétérogénéité, c'est l'hétérogénéité des pays. Il y a des pays qui s'en tirent mieux que d'autres. Alors d'une part par la gestion sanitaire, il y a évidemment l'exemple de l'Asie, qui a géré très bien la crise du point de vue sanitaire et qui est presque débarrassé du virus avec un minimum de précautions depuis le printemps. Mais il y a une hétérogénéité qui est liée précisément à l'exposition au secteur. Le pays le plus touché en Europe, par exemple, c'est l'Espagne. Vous avez une grosse exposition au tourisme, à l'automobile, à la distribution traditionnelle, avec donc un recul de l'activité qui est beaucoup plus violent. Et donc, pour finir rapidement sur ce premier point, cette énorme hétérogénéité pose problème pour les politiques économiques, parce qu'on peut pas, les politiques économiques globales sont difficiles à mettre en œuvre. Vous avez des individus qui vont bien, des individus qui vont mal, des secteurs qui vont bien, des secteurs qui vont mal, des pays qui vont bien, des pays qui vont mal. Donc on voit, et Olivier en parlera bien sûr, qu'il faut des politiques beaucoup plus précises et beaucoup plus décentralisées.
sujet, c'est le sujet de la croissance potentielle. Alors, il y a beaucoup de travaux d'économistes sur cette question du lien entre les récessions et la croissance de long terme. Ces travaux concluent tous la même chose, c'est que plus une récession est profonde, plus elle détruit de la croissance de long terme. Et les mécanismes de destruction sont connus, hein. C'est d'une part la destruction de capital productif, il y a moins d'investissement, et donc comme il y a moins d'investissement, après il y a moins de capital par tête. Destruction du capital humain, j'en ai parlé, hein. Il y a des compétences qui sont plus adaptées, hein. Les individus vont changer de métier et donc leurs compétences sont plus adaptées. Il y a les jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, hein, et on sait que la génération qui tombe mal, hein, chez les jeunes est durablement pénalisée et donc a aussi un problème de capital humain. Et donc vous avez perte des deux formes de capital. Et puis il y a la fameuse question qui est très débattue aujourd'hui des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui sont affaiblies. Ce qu'on va avoir dans cette crise, c'est pas tellement une hausse des défauts. Hein, les chiffres sont d'ailleurs assez impressionnants, hein. Il n'y a pas beaucoup. Alors, il faut se méfier de certains des chiffres, hein. Par exemple, en France, les inscriptions dans les tribunaux de commerce ne sont pas du tout représentatives de la situation, parce qu'il y a des entreprises qui sont de fait en cessation de paiement, mais qui ne sont pas enregistrées comme telles. Et quand vous regardez des mesures de marché financier, vous voyez qu'il y a quand même assez peu de hausse des défauts par rapport au choc économique, parce que les États ont été très protecteurs, mais on a une grosse dégradation des bilans. Et ceci veut dire qu'il y aura plus d'entreprises zombies. Il y a des travaux très précis maintenant qui sont partis de la BRI à Bâle sur les entreprises zombies et qui nous disent que avant la crise des subprimes, on avait 4% de zombies en Europe, c'est à peu près le même chiffre en France. On avait avant la crise de la Covid 14% de zombies. Zombie, d'ailleurs, techniquement, c'est défini précisément. C'est une entreprise qui, 3 années de suite, ne couvre pas le service de sa dette par ses profits. Et combien on va en avoir maintenant? Aux États-Unis, on est déjà à 20%. Si on a 20 ou 25% de zombies, vous voyez que c'est quelque chose qui affaiblit durablement les économies. Troisième sujet, c'est la question sociale. Alors, on a déjà parlé du chômage, on a déjà parlé des difficultés de beaucoup de salariés qui devront se reconvertir. Je voulais attirer votre attention sur un point additif, un supplémentaire qui risque de créer une tension sociale forte, c'est les effets de la politique monétaire dans cet environnement. On a des politiques monétaires qui sont ultra expansionnistes, qui sont de la monétisation des dettes publiques. D'ailleurs, beaucoup de gens ne comprennent rien. On parle de dette Covid, il n'y a absolument pas de dette Covid. Vous savez qu'il y a un comité Théodule qui va s'occuper du remboursement de la dette Covid. C'est un comité qui va être assez tranquille vu qu'il n'y a rien à rembourser. Ce que nous avons fait, c'est de financer les déficits publics gigantesques par la création monétaire. Donc il y a de la monnaie Covid. Et la conséquence assez probable de la monnaie Covid, c'est une hausse extrêmement rapide des prix des actifs. Ce qui s'est passé sur les annonces des vaccins dans les dernières semaines montre que ça peut être très fort, hein, et que ce reversement de la liquidité sur les autres actifs peut faire monter fortement les cours boursiers, les prix de l'immobilier, les prix du private equity, etc. Si vous avez une très forte hausse des prix des actifs, vous allez avoir en même temps beaucoup de personnes en difficulté, hein, des précaires, des gens qui travaillaient dans les secteurs malades, et puis un très fort enrichissement patrimonial, hein, de ceux qui détenaient les patrimoines, qui sont en général des personnes plus âgées et avec des emplois assez stables. Cette inégalité-là, elle va être insupportable. Donc il y aura une vraie question pour les politiques publiques qui est de réagir à cette ouverture des inégalités et de réagir intelligemment et pas de façon démagogique. Et puis, dernier point, avant que je passe la parole à Olivier, c'était un point sur l'Europe. Nous défendons la thèse dans le livre que certes l'Asie s'organise face à cette crise. Vous avez vu la création du RCEP, hein, du grand marché unique en Asie, mais que l'Europe aussi s'organise. Alors malgré les difficultés que vous connaissez tous, hein, on a quand même en Europe aujourd'hui un plan de relance qui finira bien par être mis en place. C'est quand même de la solidarité entre les pays, c'est complètement nouveau. Il y a ce qui s'appelle SURE, hein, SURE, qui est le financement par l'Europe du chômage partiel. Et puis on voit arriver quelque chose qui ressemble à de la politique industrielle européenne dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans les infrastructures intelligentes. Et ceci, c'est quand même un redressement de l'Europe. Et moi, je suis frappé de voir l'amélioration de la perception de l'Europe, en particulier en Asie, qui d'ailleurs se voit dans le taux de change de l'euro, et qui est liée à l'idée que l'Europe commence à avoir une vision stratégique de son avenir et une vision solidaire aussi de ses politiques économiques. Et donc, je ne crois pas du tout qu'il faut prendre le point de vue que cette crise
finalement aboutit à une bipolarisation du monde où il n'y aurait plus que l'Asie et les États-Unis. Je crois au contraire que l'Europe peut au contraire sortir renforcée avec des politiques nouvelles de cette crise. Donc voilà ce que nous disons avec Olivier en termes de perspective dans le livre, et Olivier va enchaîner maintenant tout de suite sur la question des propositions. Oui, bonjour à tous. Deux remarques introductives. Jamais le cercle des économistes n'a eu aussi besoin de ses partenaires, et jamais les partenaires du cercle n'ont eu aussi besoin du cercle, parce que on est dans une période d'une telle incertitude que il faut à tout prix réfléchir, se prolonger dans l'avenir, et je pense qu'on se retrouvera tous à Aix, et ceux qui ne viendront pas, à mon avis, c'est une faute professionnelle grave, euh, parce que c'est le moment ou jamais de réfléchir. Euh, la première pandémie qui a coûté 10 millions de morts, c'est en 166 la peste antonine. Ça a été le point de départ du déclin, voire de la fin de l'Empire romain. Donc c'est pas une anecdote. 266, on a connu 4 pandémies qui ont fait plus de 10 millions de victimes. Donc ça fait en gros une pandémie de ce type tous les 500 ans. Il est clair que de ce point de vue-là, la crise actuelle n'a rien à voir avec la crise subprime, qui était déjà très grave, mais la crise actuelle, c'est une bombe à fragmentation qui va avoir des effets dans tous les domaines. Pour faire des propositions, ce qu'on a fait dans le livre, et on est, à ma connaissance, les seuls à avoir eu cette originalité à ce jour, il faut, d'abord être modeste, parce que le niveau d'incertitude est quand même extrême, et donc ceux qui prévoient quoi que ce soit en matière sanitaire, ou en matière, et encore en matière sanitaire c'est un peu plus sérieux, mais en matière économique, à mon avis, sont à côté de la plaque. Donc il faut être modeste et il faut être nuancé, parce que on est absolument certain, contrairement à ce que disent d'autres, qu'il n'y a pas de solution miracle, et en même temps qu'il faut relever aucune solution, qu'il faut complètement ouvrir notre cadre de pensée. D'où l'idée de notre livre avec Patrick, qui est de dire, il faut pas tellement se poser des questions sur les réformes, bien sûr qu'il faut en faire, mais il faut se poser des questions sur les ruptures. On est dans une période qui n'a rien à voir avec la crise subprime, et qui justifie des véritables ruptures auxquelles il faut modifier. On met de côté toutes les solutions, Jean-Hervé me demander si je dis un gros mot, mais toutes les solutions qui ne sont pas réalistes, comme la relocalisation et la solution miracle. Il faut supprimer les dividendes, il faut baisser les salaires, il faut réintroduire l'ISF, il faut augmenter le SMIC. Tout ça, c'est d'abord, c'est pas à l'ampleur des défis, et à mon avis, c'est des fausses pistes, et je pense qu'il faudrait interdire les économistes de parler de ces sujets, parce que vraiment, c'est complètement ridicule. On a proposé avec Patrick 8 ruptures que je vais présenter très rapidement, trop rapidement, et sur lesquelles on peut, l'intérêt de ce séminaire, discuter. Soutenir les catégories les plus fragiles par un revenu universel ciblé. C'est pas les mesures qui sont prises aujourd'hui. Il faut dans ce domaine-là, et le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure, franchir une étape. Moi, j'ai tendance à dire, je pense que Patrick n'est pas d'accord,
que le plan de relance, il manque un zéro. Juste un chiffre, il y a 800 000 jeunes qui vont arriver qui arrivent sur le marché du travail, ou qui sont arrivés sur le marché du travail. Il est clair que dans ce domaine-là, il faut intervenir massivement pour les sécuriser, les aider à se former, les aider à trouver un boulot. C'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Deuxième rupture, les retraites. On est pour des réformes fortes des retraites. Il faut surtout pas arrêter ce débat, parce que à nos yeux, ça peut se discuter, c'est la principale solution pour rééquilibrer financer. Et donc, dans ce domaine-là, il est clair qu'on est dans un système très atypique par rapport aux pays comparables, et donc il faut évidemment arriver à une retraite à 65 ans dans les mois qui viennent. Troisième rupture, un choc de compétences. C'est Patrick qui a trouvé la formule qui me paraît très bien. Il y a 1 million de personnes à former. Je serais tenté de dire qu'il y en a plutôt 2. Enfin bon, peu importe. Dans ce domaine-là, la formation professionnelle a un rôle majeur à jouer, et c'est pas la petite réforme de Hollande et la moyenne réforme d'Emmanuel Macron qui vont régler le problème. Il faut doubler le budget de la formation professionnelle à 3 conditions, c'est-à-dire évidemment réformer les institutions, réformer les formateurs et juger de la qualité des formations. C'est pas un chèque en blanc, mais dans ce domaine-là, il faut vraiment comme il y aura un choc de compétences, un choc de formation. Quatrième rupture, les relations État-entreprise. Je dis pas on ne dit pas qu'il y en a pas en France, mais objectivement, elles sont pas très bien organisées. Dans ce domaine-là, aux États-Unis, avec la DARPA, et au Japon avec le METI, ils ont quand même un peu d'avance sur nous. Cette relation État-entreprise est mieux structurée, ce qui a d'une manière ou d'une autre une réintroduction de la planification, et avec en arrière-plan, Patrick l'a évoqué, mais je voudrais revenir, un besoin de renforcement des fonds propres des petites entreprises. Et effectivement, les chiffres qui sont sur la table aujourd'hui sont complètement disproportionnés avec les besoins, sachant que toutes ces entreprises sont endettées et encore plus endettées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Cinquième rupture, les règles financières. BAL 3 pour les banques, Solvency 2 pour les assurances, ont été élaborées dans une période de croissance, ont été un peu adaptés après la crise des subprimes, mais on est très loin du compte. En gros, les règles prudentielles dissuadent les banques et les assurances d'investir dans les entreprises. Donc il faut suspendre ces règles purement et simplement, les renégocier, les rediscuter et les adapter à la situation actuelle. Sixième rupture, la transition énergétique. Pas parce qu'on fera 6 éoliennes de plus en Bretagne qu'on va y arriver. Il faut, dans ce domaine-là, il n'y a qu'une solution, tous les économistes de l'énergie sont d'accord, c'est une taxe carbone. Bon, mettons-la en place, même si on est les seuls, on sera suivi parce que sur le fond, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, défendons-nous pendant la période où on est les seuls à la mettre, mais il faut impérativement une taxe carbone là aussi le plus rapidement possible. En matière de décentralisation, domaine de compétences culturelles, ce qui nous a semblé, c'est que il faut plus faire du bottom-up que du top-down. Et dans ce domaine-là, pourquoi ne pas permettre aux collectivités locales, aux départements, aux régions, de faire une proposition de loi et d'inverser l'approche qui est l'État central décide
Et après, vous appliquez, on voit bien que ça a quand même un certain nombre d'inconvénients. Évidemment, décentraliser, c'est pas simple. Ça nécessite une formation du cadre de l'administration, mais encore une fois, si on met les moyens, on doit pouvoir y arriver. Enfin, dernière rupture, il y a eu des débats avec Patrick qui était moyennement d'accord avec cette rupture, mais j'y tiens beaucoup, et puis finalement il a accepté de la mettre, qui est le financement des syndicats. L'essentiel dans les mois qui viennent, c'est un dialogue social riche, un dialogue social intelligent, un dialogue social responsable. Et pour ça, il faut que les syndicats soient responsables. Et le système actuel de financement des syndicats ne les aide pas beaucoup à créer une task force économique leur permettant d'avoir une position moins politique, moins conflictuelle, et donc dans ce domaine-là, on propose de modifier le financement des syndicats, et encore une fois, pas pour le plaisir, pour enrichir le dialogue social. J'ai terminé juste deux remarques. Il est évident que le sujet majeur, vous le savez tous, c'est la confiance, la restauration de la confiance. Mais là, il y a un élément essentiel sur le site de vos livres. On va y arriver. Je vais arriver jusqu'à mon temps de parole, qui est la recréation d'un ascenseur social. C'est pas tout subventionné. Il faut donner les perspectives. C'est particulièrement vrai pour les jeunes, mais c'est pas vrai que pour les jeunes. C'est vrai pour tous ceux dans les secteurs qui vont amener à changer d'emploi. Donc, il faut recréer la confiance. Et pour ça, il y a, à mon avis, à notre avis, de mettre en mot planification à la solidité, planification à tous les niveaux, macroéconomiques, mais aussi évidemment microéconomiques, c'est-à-dire se projeter à l'avenir. La crise va durer 10 ans. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et enfin, l'éducation et troisième priorité, l'éducation. Parce que ce n'est que par là que l'on arrivera à s'adapter au défi de cette crise qui est un défi majeur. Bien, bah écoutez, merci. J'ai oublié je rajoute aux recommandations à tous de lire ce livre qui est formidable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais même aller un peu plus loin que mes mots habituels, exceptionnel. Ça fait évidemment tout à fait réfléchir. D'abord, un grand merci à vous deux. Vous êtes non seulement des amis, mais on est fiers d'être vos amis. Deuxième sujet, donc prochain séminaire, c'est Christian Saint-Étienne avec un livre qui a été publié, autour d'un livre qui a été publié chez Odile Jacob et qui est le libéralisme stratège pour combattre les chaos du monde. Donc c'est bien. Troisième, 8 jours ou 10 jours après, il y aura aussi un séminaire autour d'un livre qui a été dirigé par Christian Boissieu, qui est le patriotisme économique a-t-il encore un sens, et qui a été publié chez Maxima. Vous voyez à quel point tout ça est top. Ah, et puis moi, mais je sais pas bien si ce sera le sujet, parce que j'essaie d'écrire 2 livres, donc je choisirai. Mais dépenses et retraites seraient les débats du gouvernement, donc ce sera intéressant. Je vous souhaite un excellent appétit. Un grand merci à Olivier et Patrick de leur livre. Et je rappelle, l'époque des cadeaux est véritablement le moment où vous faire des cadeaux intelligents. Donc vous voyez ce que je veux dire. Merci. Merci à dans tous. 15 jours.